Je pense on va commencer. Alors, bonjour, bienvenue. Donc, je me présente, mon nom est Solène Tanguay. Je suis chargée de projet communication et marketing événementiel au Réseau Mentorat. Donc, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà vu dans des anciens webinaires, mais ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui et je vais être accompagnée de deux panélistes vraiment très intéressantes que j'ai hâte de vous présenter. Donc, c'est la partie 2 d'une série de 2 webinaires sur la culture organisationnelle. Certains et certaines d'entre vous étaient peut-être avec nous le 16 mars dernier. Il y avait la partie 1. On a abordé comment définir une culture d'entreprise forte en adéquation avec ses valeurs. J'étais avec deux mentors du réseau mentorat, donc on était vraiment en mode comment on définit sa culture, c'est quoi la culture organisationnelle, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment on peut entretenir une culture forte au sein d'une organisation. Donc, la vidéo est disponible sur le site web du réseau mentorat si jamais vous n'avez pas été avec nous. Mais aujourd'hui, ce midi, on se retrouve pour une partie 2 et on va aborder la thématique de la culture organisationnelle, mais en mode hybride. Donc, transmettre et faire vivre sa culture d'entreprise, même à distance. C'est le sujet de l'heure. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec deux panélistes. Je vais vous les présenter dans pas très longtemps. Mais c'est deux entrepreneurs qui, toutes les deux, à un moment ou à un autre dans leur parcours, ont bénéficié de l'accompagnement d'un mentor ou d'une mentor. Donc, c'est des mentorés ou anciennes mentorées. Fait que c'est super le fun d'avoir le pendant mentoré aujourd'hui. La dernière fois, on était avec des mentors. Mais là, aujourd'hui, on est avec des entrepreneurs qui connaissent bien le mentorat. Donc, avant de vous les présenter, j'aimerais juste prendre un petit moment pour vous présenter les présentateurs de cette série. Donc, je tiens à remercier nos partenaires. D'abord, Power Corporation du Canada, qui nous soutiennent depuis les 5 dernières années. Leur contribution à l'accompagnement entrepreneurial au Québec nous permet de reconnaître l'apport des mentors. Donc, vraiment, ils sont présents pour nous aider à faire une bonne reconnaissance du travail des mentors et ils nous permettent aussi de diffuser des contenus comme celui d'aujourd'hui avec pour objectif de contribuer au développement du plein potentiel des entrepreneurs. Donc, la thématique de la culture organisationnelle rejoint leur volonté de contribuer au mieux-être des organisations et des individus. Et d'ailleurs, leur équipe, donc l'équipe de Power Corporation du Canada, se démarque par sa propre culture organisationnelle qui s'appuie sur des valeurs fortes de respect, de responsabilité, d'intégrité, de travail acharné et de courage. Donc, on salue leur équipe et leur culture. Je suis aussi très heureuse de vous mentionner qu'on est associé avec Gestion HEC Montréal pour la présentation de cette série. Donc, Gestion HEC Montréal, c'est une revue trimestrielle pour les gestionnaires et autres gens d'affaires. Donc, je vous rappelle que pour les membres du réseau mentorat, si on a des mentors, des mentorés avec nous, vous bénéficiez d'un rabais de 50 sur leur abonnement à la revue dans le cadre de notre programme Privilège. Le lien vers cette information-là est disponible dans le clavardage, justement. Donc, n'hésitez pas à vous en prévaloir. Et Gestion HEC Montréal n'a vraiment pas hésité à accepter la collaboration pour ce webinaire parce que la thématique de la culture organisationnelle, ben, ça tombe vraiment dans leur champ d'intérêt, là. J'en profite pour vous mentionner que vu qu'on travaille, on va parler de travail en mode hybride, ben, sur leur site web, ils ont une section complète sur le télétravail. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir les ressources, les articles qu'ils ont. Il y a également un lien qui s'affiche dans le clavardage à l'instant pour vous permettre d'aller voir ces ressources-là. Donc, merci au nom de toute l'équipe du réseau mentorat. Merci à ces deux partenaires, Power Corporation du Canada et HEC, Gestion HEC Montréal, pardon. Maintenant, permettez-moi de vous présenter nos deux panélistes avec qui j'ai la chance de m'entretenir aujourd'hui et qui vont nous partager leur expérience. Donc, d'abord, je souhaite la bienvenue à notre première panéliste, Marie-André Macrousse. Elle est directrice générale et cofondatrice de l'entreprise De Saison, Art de vivre et de travailler. Elle est designer de solutions et stratège. Elle se dévoue à la création de contenus, de conférences, d'ateliers et de parcours d'apprentissage pour les équipes de gestionnaires et d'employés. Avant de fonder De Saison, Marie-André a aussi travaillé dans des grandes agences de communication marketing à Montréal et à Québec à titre de directrice de services conseil et stratège. Elle a fait le saut en entrepreneuriat avec sa sœur pour un premier projet d'affaires pour lequel elle était mentorée au réseau mentorat chez Sage Mentorat d'affaires. Donc, on en parlait justement tout à l'heure. C'était pour une entreprise en art de la table. Là. Donc, elle a vraiment changé dans un autre secteur. C'est le fun d'avoir ton expérience aujourd'hui, Marie-André. Et donc, De Saison, c'est son deuxième projet entrepreneurial qu'elle a lancé en 2019 avec une associée. Donc, merci d'être avec nous, Marie-André.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je souhaite aussi la bienvenue à Marianne Lefebvre, qui est notre deuxième panéliste. Donc, Marianne est mentorée à la zone entrepreneuriale à Trois-Rivières. Elle est cofondatrice d'Éclore, qui est une agence intégrée de communication marketing qu'elle a fondée en 2019 avec son conjoint. Donc, elle s'appuie sur l'expertise d'une équipe qui continue de grandir puis qui collabore en mode hybride. Donc, elle va vraiment pouvoir nous parler de son expérience comme entrepreneur. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en communication et en développement d'affaires. Puis, elle est assez experte du mentorat, là, je dirais. Là. Le mentorat fait vraiment partie de son parcours depuis plusieurs années. Elle a travaillé d'abord chez Academos dans le passé. Pour ceux qui ne savent pas, Academos, c'est une application de mentorat virtuel pour les jeunes de 14 à 30 ans. Elle est aussi membre du conseil d'administration de Mentorat Québec depuis 2017 et elle a présidé cet organisme-là justement de 2019 à 2022. Donc vraiment, Marianne et le mentorat, ça ne fait qu'un, je crois. Bienvenue, Marianne. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mesdames, et que vous êtes bien prêtes à aborder la thématique de la culture organisationnelle en mode hybride. En tout cas, moi, j'ai très hâte de vous entendre parler. Puis avant de poursuivre, là, vraiment juste quelques petites consignes pour les participants. Je le mentionnais au tout début, mais si vous êtes capable, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. On aime vraiment ça, voir vos visages. Ça rend la chose beaucoup plus agréable quand on sait à qui on s'adresse. Puis tout au long de l'activité, n'hésitez pas à interagir ou à poser des questions là, via le clavardage. Donc, ceux qui sont peut-être moins habitués avec la plateforme Zoom, au bas de votre écran, vous avez une petite bulle. Ça s'appelle soit chat ou clavardage. Vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires dans cet onglet-là et on va les garder précieusement pour la période de questions qui va être à la fin. Donc, on va se garder un petit 10 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. On va essayer d'en passer le plus possible. Je ne garantis pas qu'on va être capable de toutes les faire, mais n'hésitez pas. Alors, sans plus tarder, on se lance dans un premier segment. Pour démarrer le webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus des défis qui sont liés à avoir une équipe dispersée ou en télétravail. Donc, on le sait, la pandémie a vraiment apporté un nouveau contexte de travail, celui des équipes à distance. Donc, à la lumière de ce contexte-là, j'aimerais qu'on parle de c'est quoi les plus grands défis des organisations par rapport à l'évolution puis au maintien de la culture d'entreprise. Donc, on a un nouveau contexte, ça fait que les choses ont changé, puis là, maintenant, comment on les maintient pour que ça fonctionne à plus long terme. Je commencerai par Marianne. J'irai de ton côté d'abord. Vu que tu as eu l'occasion de travailler avec des équipes à distance avant la pandémie aussi, ce n'était pas nécessairement tout nouveau pour toi, le travail à distance. Je serais intéressée de savoir de ton côté, qu'est-ce que tu as observé au niveau de l'évolution justement des défis pour les organisations en lien avec ce contexte-là? Oui, mais en fait, c'est ça. On était quand même avant-gardiste, je dirais, d'employer le modèle hybride, justement, chez Academos, où j'ai eu la chance de travailler plusieurs années. On remonte il y a une dizaine d'années, mais on sait que les choses vont vite, mais c'est quand même pas si loin que ça dans le temps. J'ai été, en fait, dans deux rôles différents. J'ai été gestionnaire, basée au siège social et supervisant une équipe d'une douzaine de personnes à distance. Puis, un peu plus tard, j'ai eu aussi un autre rôle où là, je suis déménagée en région et j'ai pu poursuivre mon emploi auprès de la même organisation, mais moi-même dans un rôle 100% en télétravail à un moment où j'étais devenue la seule personne qui travaille à distance. Donc, ça m'a vraiment permis d'expérimenter les deux types d'expériences, c'est-à-dire d'être conscientisée là, autant sur les enjeux des personnes en présentiel versus à distance, ou même l'employeur versus le point de vue de l'employé, finalement, de l'organisation. Donc, ça a été vraiment une belle expérience, là, puis ça m'a permis de développer aussi là, un intérêt profond pour tout ce qui est relations humaines au travail. Là. Donc, ça a été très formateur. Je dirais qu'à ce moment-là, le principal obstacle qu'on avait, c'était la technologie. Les plateformes de vidéoconférence n'étaient pas tout à fait stables. Ça a grandement évolué là, durant la pandémie, tout ce qui est Zoom, etc. Donc, le moindrement qu'il y avait du soleil ou des feuilles dans les arbres, les connexions n'étaient pas stables, les connexions Internet dans plusieurs régions du Québec n'étaient pas suffisantes non plus. Mais pourtant, on n'avait pas le choix. On travaillait avec des collègues des quatre coins du Québec, donc même dans des régions là, plus éloignées.
Donc, de ce côté-là, c'était vraiment, je dirais, là, le principal obstacle là, au travail à distance. On avait aussi, je dirais, une organisation du travail ou une organisation des façons de faire qui était plus traditionnelle, puis même au niveau des espaces de bureau. On n'avait que des aires ouvertes ou à peu près. Donc, toutes les personnes dans l'équipe qui devaient travailler avec les gens à distance n'avaient pas nécessairement de petites salles où aller s'isoler. Donc, ça devenait rapidement là, très bruyant, cacophonique, puis on pouvait déranger les collègues autour. C'est sûr que ça reste quelque chose qui a aussi évolué là, durant la pandémie. On a des nouveaux modèles d'aménagement des espaces de bureau qui ont émergé. Ça, c'est vraiment super intéressant. On est nous-mêmes là, chez Éclore en train de rénover nos espaces de bureau pour prévoir ce genre d'usage-là. Mais ça reste un enjeu parce qu'il faut quand même investir des sous. Et ce n'est pas là, toutes les organisations là, qui sont à même de repenser complètement leurs espaces de travail. Puis finalement, il y avait, je dirais aussi, tout ce qui est méthode de gestion. Ce n'est pas toujours évident de rester connecté à distance, de tisser des liens avec tout le monde, de faire en sorte qu'on n'a pas la gang du bureau et la gang à distance. Il y a cette dynamique-là qui peut se créer. Ça amène des petits défis de communication parfois, mais on faisait des gros efforts pour vraiment bâtir une culture forte néanmoins. Sauf que je ne pourrais pas non plus, ça serait de mentir là, de dire qu'à cette époque-là, c'était vécu de façon là, complètement homogène au bureau et à distance. Il y avait des petits défis quand même là, au quotidien. Puis là, après, évidemment, si je fais le parallèle avec la création d'Éclore en 2019, on avait à peine 1 an d'existence lorsque la pandémie s'est déclenchée. On était dans notre début de croissance. C'est sûr que ça fait peur au début là, quand tout ça se déclenche, mais je me sentais quand même outillée là, pour faire face aux prochaines étapes. On a eu en fait l'embauche d'une première employée qui était de notre région. Nous, on est basé là, à Trois-Rivières, donc dans la région de la Mauricie. Donc, une première employée de Trois-Rivières, de la région de Trois-Rivières, mais en plein confinement. Donc, on ne pouvait pas voir finalement en personne du tout. On l'a rencontré pour la première fois quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc, avec un début là, d'embauche là, vraiment en pleine période de confinement. Puis après ça, on a eu l'opportunité aussi d'engager une deuxième collègue qui, elle, était à distance, donc avec, dès le départ, un statut télétravail à 100% en se disant on va se rencontrer au bureau une fois de temps en temps, mais vraiment aucune obligation là, de venir au bureau là, à chaque semaine. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, le modèle... Oui, excuse-moi, vas-y. J'allais juste dire, ce qui est intéressant, c'est quand même le fait que tu avais eu ton expérience au préalable avec Academos, qui était déjà en mode « Ah, je comprends les défis du télétravail, de travailler à distance », bien, ça t'a certainement aidé là, à accueillir ces nouveaux employés-là, ces nouvelles employés-là, en fait, dans le contexte de travail à distance. Exactement. Tu étais plus préparé au niveau technologique également. On avait des ressources plus utile, disons. Là, aujourd'hui, on Zoom, pas mal, tout le monde connaît ça. Là, exact, les technologies ont évolué. Je vais juste me tourner du côté de Marie-André, en fait, parce que le côté technologique, tu en as parlé au début, Marianne, c'était un des plus grands défis pré-pandémie. Là, on vient de le mentionner, on a des outils beaucoup plus pertinents et qui facilitent le travail à distance. Mais de ton côté, Marie-André, est-ce qu'il faut s'en méfier aussi là, de ces outils-là? J'ai envie de t'entendre là, par rapport à plusieurs thématiques que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Là, justement, la notion de technologie aujourd'hui, est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut être un défi négatif, là, même si ça a beaucoup évolué? S'en méfier, oui, il faut s'en méfier. Moi, je suis juste mise en contexte, je suis à Québec. On est en télétravail, nous, c'est notre mode de vie. On est 2 entrepreneurs, on est situés chacune dans notre maison, on n'a pas de bureau fixe. Donc, la technologie, pour répondre à ta question, il faut s'en méfier quand, je te dirais, ça devient un peu hors de contrôle, hein, l'accès à la technologie puis aux outils de communication. Quand on sent que
ce qu'on remarque là, beaucoup, là, c'est quand la technologie est devenue une mauvaise habitude, en fait. Ça vient s'insinuer un peu dans notre quotidien, tout ça, puis ça rajoute de la lourdeur. Fait que c'est à ce moment-là où il faut mettre un petit peu un frein ou dire comment on veut utiliser cette technologie-là vraiment au quotidien. Puis depuis la pandémie, là, ce qu'on observe dans les équipes qu'on accompagne, c'est vraiment les mauvais plis là, qui ont été pris. Donc souvent, les gens se plaignent que les chats, c'est je suis interrompue tout le temps, j'ai beaucoup de chats un peu n'importe quand. On voit avec les gens, avec le vocabulaire que les gens utilisent, quand je suis rouge, on me ping pareil, puis tout ça. Donc, ça vient dans les habitudes, mais les irritants, ils sont là. Donc, c'est des courriels qui sont envoyés à toutes les heures, qui sont reçus aussi. Puis les horaires flexibles aussi, et le fait qu'on est tous à distance, mais ça vient un peu... c'est un peu le prétexte de l'abondance des différentes interruptions puis différents usages de communication qui vient même que jusque dans la vie privée des gens, puis on s'en rend pas compte. Donc, le plus grand impact, je te dirais, là, à cette utilisation peut-être ou à ce risque-là d'usage de la technologie, c'est le sentiment d'être hyper connecté tout le temps. Donc, c'est vraiment l'impact qu'on voit le plus souvent. Ça vient surcharger les équipes. Vraiment, ils ont un sentiment de surcharge de travail. Puis conséquemment, ça peut avoir un grand impact sur la santé mentale des gens. Les gens ont l'impression de jamais décrocher, en fait. Donc, d'être toujours connecté. Donc, le pendant d'être, oui, c'est connecté, on peut communiquer ensemble. Et de jamais décrocher, ça vient nuire un peu à la qualité de vie des gens. Puis tout ça, ça va venir, oui, influencer peut-être la culture d'entreprise. Tu sais, c'est un peu le sujet qu'on parle aujourd'hui. Comment, tu sais, tout ça, les gens nous disent souvent c'est plus comme avant. Tout ça, effectivement, c'est plus comme avant. La culture, c'est quelque chose qui vit, alors que on peut se dire que oui, la technologie, parce qu'on vit ça au travail, ça vient faire un impact. En fait, ça a un impact important sur la manière qu'on vit notre journée au travail. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre ensemble à doser l'usage de la technologie au quotidien pour vraiment être capable de dire comment on veut travailler ensemble, comment on veut communiquer, quel outil, quel canal on veut utiliser. C'est des conversations qui peuvent sembler anodines, mais vraiment de le prendre à bras-le-corps puis dire comment nous, on veut aborder nos journées au quotidien. C'est des conversations qui sont importantes. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a un enjeu ou faut s'en méfier, mais il faut le dompter, je pense. Mm-hmm. Tout est une question de dosage. Fait que trop communiquer versus pas assez, là, c'est un des grands défis, tout à fait. Je reviens vers toi, Marianne. Tu mentionnais tout à l'heure là, que tu as une partie de ton équipe qui est à distance, une partie qui est sur place. Avec ce mode hybride, qu'est-ce que c'est les défis que tu as observés de ton côté là, au niveau de la culture, des défis au niveau social, des défis avec l'équipe, le sentiment d'appartenance, tout ça? Peux-tu nous parler un petit peu là, de ce que tu vis au quotidien avec l'équipe chez Éclore? Oui, absolument. En fait, le travail hybride, c'est sûr que ça impose de réinventer un peu les règles du jeu. Là. Comme Marie-André le mentionnait, il faut repenser à nos façons de faire, que ce soit dans notre mode de recrutement, dans la façon qu'on mobilise les équipes, comment même ça a même un impact au niveau de comment on fait nos affaires. Tu sais, avant, j'étais vraiment beaucoup plus sur la route. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus acceptable de faire une première rencontre client virtuellement. Donc, ça a vraiment un impact, oui, sur la culture organisationnelle avec notre équipe, mais même avec nos potentiels clients et nos clients par la suite. Donc, je pense qu'il faut que ça se vive autant à distance que sur place. C'est primordial. Il ne faut pas désavantager les gens à distance. Il faut prendre des décisions qui tiennent compte de leur réalité aussi, de la réalité de chacun, en fait. Je pense qu'il faut avoir un souci de tout son monde en tout temps. Puis si mettons, avec des exemples concrets de défis additionnels là, qui peuvent être vécus au niveau de la culture et tout ça, par exemple, les déplacements. Il faut bien les coordonner, il faut s'assurer que lorsqu'on fait des rencontres d'équipe, qu'on tient compte des déplacements des collègues aussi qui habitent un peu plus loin du siège social. Et peut-être même proposer des rencontres qui viennent vers eux aussi. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours
là où les personnes qui habitent un peu plus loin de faire le déplacement. Ça peut être super intéressant d'aller vers cette personne-là pour une rencontre une fois de temps en temps. Dans l'établissement de nos politiques, par exemple, de ressources humaines, il faut être équitable. Je donne un exemple au hasard, mais si on décide de rembourser, par exemple, un abonnement dans un gym, mais peut-être mieux vaut rembourser un abonnement dans un gym de son choix que de construire un gym au bureau qui va servir juste à la moitié de l'équipe. Donc, c'est toutes des décisions qui ont des impacts sur l'équipe. Ensuite de ça, au niveau des communications, c'est le cœur. Il faut que ça soit géré intelligemment, évidemment. Si on annonce des nouvelles importantes à l'équipe, c'est intéressant que tout le monde apprenne les nouvelles en même temps, qu'il n'y ait pas de décalage. Là. Donc, que les gens qui sont autour de la machine à café n'aient pas nécessairement un avantage et qu'il n'y ait pas un teaser sur la nouvelle alors que la personne à distance a l'impression de la prendre en dernier. Même au niveau des méthodes de reconnaissance, il faut être aussi vigilant, il faut les adapter. Une personne qui est à distance va peut-être avoir une rétroaction qui est différente parce qu'elle n'est pas nécessairement en temps réel, on ne la voit pas travailler, on n'est pas côte à côte. Donc, c'est important d'en donner quand même de la rétroaction, puis c'est quand même important de souligner les bons coups de cette personne-là, autant que tout le reste de l'équipe. Donc, c'est toutes des choses auxquelles on doit penser pour vraiment s'assurer que la culture est homogène, elle est forte, etc. Il faut être conscient des limites du travail à distance aussi. Quand on décide d'adopter ce modèle-là, le travail à distance, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Je lisais récemment dans la presse, il y avait un article qui faisait mention d'une étude notamment sur les coûts cachés du télétravail pour les jeunes. En fait, souvent, c'est démontré que, surtout dans les travailleurs du savoir qu'on appelle, donc les jeunes qui ont vraiment besoin énormément de coaching, de rétroaction en début de carrière, c'est prouvé qu'il va y avoir 20% plus de coaching et de supervision pour quelqu'un qui est en présentiel, à côté de son patron. Donc, il faut y penser aussi dans l'équipe à nos jeunes qui sont en début de carrière, de peut-être favoriser un modèle en présentiel ou hybride, mais peut-être pas 100% à distance pour ces personnes-là à ce moment-là, parce qu'elles vont vraiment bénéficier du contact humain là, qui est irremplaçable à bien des égards, finalement. Fait que je retiens que faut considérer les gens, les individus, quelles sont leurs envies aussi, puis est-ce qu'ils sont prêts à travailler en télétravail? Puis aussi s'assurer qu'on est capable de traduire la culture autant pour ceux qui sont à distance que sur place, surtout si vous avez une équipe moitié-moitié ou en mode hybride. Il faut être capable de s'assurer que tout le monde se sent vraiment impliqué dans la culture, peu importe en fait leur statut. Là. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Côté c'est de un engagement. Hein? C'est ça, excuse-moi, Célène, mais non, il n'y a pas de problème. C'est un engagement hein, quand on engage quelqu'un à distance ou que ce soit en hybride ou 100% télétravail, on s'engage comme employeur à lui à lui faire vivre la même culture qu'au reste de l'équipe. Là. Donc, c'est vraiment, il faut être cohérent là, dans ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Puis Marie-Andrée, justement, de ton côté, si on avait une erreur là, à mentionner que tu peux observer chez les équipes que tu accompagnes avec ce nouveau contexte de télétravail, il faut repenser notre culture organisationnelle. Mais est-ce que les gens ont ce réflexe-là de faire évoluer la culture ou est-ce que c'est encore difficile là, d'embarquer dans cette roue-là? Je pense que c'est encore un petit peu branque-ballant, tout ça. Tu sais, de repenser, oui, la culture, tout ça. L'erreur générale, là, si on peut dire qu'on observe de notre côté, c'est que croire que, dans le fond, les moyens pour faire vivre la culture sont statiques. En fait, on a toujours fait ça comme ça, on fait les choses comme ça aujourd'hui, mais on ne fait plus les choses pareilles. Donc, notre culture existe, mais les moyens pour la faire vivre changent, varient, ils ont évolué dans le temps. Donc, le télétravail, c'est un moyen pour faire vivre notre culture organisationnelle. Donc, c'est d'adapter, donc de se dire comment on peut arriver à utiliser le télétravail, peut-être, tout ça, pour se positionner, pour se différencier, pour venir identifier comment on veut vivre tu le disais, Marianne, notre relation avec nos clients, la relation avec nos employés, comment on veut définir ça, tout ça.
Puis même le geste de dire, ben oui, on fait du télétravail hybride, on est tous à distance. C'est une manière d'incarner nos valeurs. Dans le fond, si on dans nos valeurs, c'est la flexibilité, l'autonomie décisionnelle, par exemple, la confiance, tout ça. Donc, c'est des moyens. Donc, c'est vraiment de se permettre. Je pense qu'on est dans un temps vraiment intéressant ces temps-ci. Là, en tout cas, chez De Saison, c'est ce qu'on observe beaucoup. C'est de dire comment je vais venir ancrer mes valeurs ou ma culture organisationnelle avec des nouveaux moyens, des nouvelles manières de faire pour arriver à ce que ça soit collé sur les besoins qui évoluent des gens, du contexte, du marché, des employés, des différentes générations aussi qu'on peut voir. Puis, ben, la clé vraiment, là, c'est de prendre le temps de le faire. Ça ne va pas arriver par magie. Comme je disais tantôt, les mauvais plis se prennent tant pour l'utilisation des technologies que pour des plis de culture, des choses qui vont faire en sorte que ça ne fit plus vraiment avec qui on est puis où on veut aller, puis de comment est composée aujourd'hui notre équipe. Donc, l'erreur, c'est de croire qu'on a toujours fait ça de même, fait qu'on va toujours faire ça de même, de ne pas se poser la question comment on pourrait le faire différemment aujourd'hui, puis de vraiment arriver à éviter venir aplanir un peu les chocs de préférence. Beaucoup ce qu'on observe, là, c'est moi, je préfère telle affaire, moi, je préfère telle affaire, ou moi, je suis de pas rester dans les préférences, mais rester de nous ramener autour du nous comme organisation, comme le choix on a fait de travailler en mode hybride, de travailler à distance, mais comment on veut le vivre au quotidien. C'est vraiment, ça part des besoins, tant de l'organisation, de l'équipe, puis des besoins individuels, bien entendu. Donc, d'arriver à faire évoluer les moyens qui permettent de faire vivre la culture organisationnelle. Je pense que c'est l'erreur de se dire, ben, on a toujours fait ça de même. De comparer des vieilles habitudes ou des habitudes qui sont peut-être obsolètes dans telle équipe, mais peut-être pas dans l'autre. Puis donc voilà. Mais tout à fait, puis j'ai envie de rester avec toi tout de suite là, pour la prochaine question. On pourrait en parler là, de ces fameux moyens. Là. C'est là que j'aimerais nous amener. Comment on fait pour entretenir une culture d'entreprise forte avec une équipe qui est dispersée? Comment on fait pour incarner la culture à distance? Donc, de ton côté, Marie-André, qu'est-ce que tu dis à tes clients justement qui ressentent que la culture elle a tendance à se perdre des fois en télétravail? Par où il faut commencer en fait pour renforcer notre culture? Bien, déjà, reconnaître que la culture est en transformation, puis qu'on n'est pas les seuls. C'est pas pire chez vous qu'ailleurs, que dans une autre organisation. Le monde macro est en transformation. Le monde du travail est en grande transformation. Donc, premièrement, de le mettre à l'ordre du jour. Ça peut avoir l'air basic, mais de se dire, OK, je veux le mettre, c'est important pour nous de le peaufiner. Donc, de ne pas minimiser, en fait, ça va passer, ça va être une vague, tout ça. Donc, vraiment de le prendre et de le mettre à l'ordre du jour. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes, le type d'organisation, tout ça. C'est vraiment très variable. Mais ce qui est primordial, ce qui est unique, c'est que ça, mais pas unique, mais ce qui est commun à tout le monde plutôt, c'est que ça part toujours de l'intérieur. Ça part toujours pour venir renforcer la culture des équipes qu'on a devant nous. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur éventuellement, mais vraiment de partir des équipes. C'est aussi de partager le leadership là-dessus. C'est pas nécessairement dire, je vais travailler dans mon coin sur des procédures, sur des politiques, sur tout ça. Voici comment j'imagine la culture sans aller sonder, partager avec ces équipes qu'est-ce qu'on veut faire vivre, comment on veut le faire, tout ça. On peut utiliser des sondages qui sont quantitatifs, mais vraiment d'aller dans le qualitatif, de prendre le temps, vu que c'est à l'ordre du jour, de prendre le temps de venir le mettre vraiment équipe par équipe, département, peu importe comment c'est organisé au quotidien. Chaque équipe peut avoir sa couleur, son ADN d'équipe. On fait beaucoup d'ateliers là-dessus. C'est vraiment le fun de voir chaque couleur, même dans un grand cadre organisationnel, comment on peut adapter tout ça. Souvent les lacs à l'épaule, là, par exemple, ou des demi-journées team building, tout ça, c'est des genres de contexte, le fun que les gens ont. Oui, c'est le fun d'aller faire du paintball, mais c'est le fun aussi de se poser la question comment on veut travailler ensemble au quotidien, comment on veut vivre notre expérience en télétravail. Si par exemple, moi, je suis au bureau tout le temps, mais toi, tu es tout le temps remote, mais comment on veut s'arrimer, comment on veut travailler. On peut parler des outils de communication, des trop de communication. Donc, c'est vraiment d'arriver à cultiver ce réflexe-là, puis à se dire, renforcer la culture à distance, c'est comme pas à distance, c'est évolutif. C'est des enjeux vraiment, des piliers de
de communication. Donc, comment arriver à cultiver cet outil de communication-là, se prendre le temps de se rassembler, puis c'est vraiment de l'agilité. Donc, c'est des compétences d'avenir, hein? Vraiment, là, développer les compétences de communication, puis ultimement, ben, soit comme grande équipe, comme PME, comme petite équipe, d'arriver à créer son propre modèle. Parce que c'est là où la magie opère. C'est pas de prendre une recette toute faite. Aujourd'hui, on partage des ingrédients, des cas, tout ça, mais c'est de voir qu'est-ce qui fait du sens et qui est durable aussi pour les équipes. Fait que ça part vraiment de l'équipe, de sonder en fait l'équipe, comment elle veut la vivre, son expérience. De l'intérieur vers l'extérieur, oui. Puis de ton côté, Marianne, peux-tu nous partager peut-être des exemples de pratiques ou d'éléments que tu as mis en place au sein de ton équipe pour faire vivre la culture de manière uniforme? Là, on en parlait tout à l'heure, les gens à distance, les gens sur place, mais comment tu as fait pour avoir une culture uniforme au sein de ton équipe? Est-ce que tu as des petits exemples à nous partager? Oui, bien, ce que je dis souvent, en fait, c'est qu'il faut formaliser l'informel, de sorte que je pense que pour développer une relation, il faut apprendre à se connaître, il faut partager un certain quotidien aussi. Donc, quand on a des gens à distance, bien, il faut avoir une attention particulière là, pour s'assurer là, de bien communiquer ses valeurs, de bien, justement, de bien échanger sur toutes ces choses-là qui font partie de notre vie au bureau, de notre culture, de qui on est. Il ne faut pas prendre pour acquis que les gens vont le deviner là, par eux-mêmes. Effectivement, il faut en parler. Il faut être proactif. Il faut être proactif, exactement. Et chez nous, bien, je pense, en fait, ça commence au recrutement. Comme je le disais tantôt, ça touche un peu tous les stades de la vie au bureau. Donc, dès le départ, il faut dépister un peu le fit d'une personne, d'un employé d'un candidat, en fait, avec la culture organisationnelle. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce que même cette personne-là va avoir un bon fit pour le télétravail si c'est un poste qui est complètement à distance? Ça prend énormément d'autonomie. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour travailler à distance 100% du temps. Il faut avoir une curiosité d'apprendre, il faut être imputable dans son travail aussi. Bref, ça prend un profil particulier. Après ça, bien, une fois que le choix du candidat est fait, bien, l'intégration de la personne doit être planifiée aussi là, extrêmement minutieusement. Les premières journées, voire semaines, lorsqu'on est à distance, ça peut être assez déroutant. Donc, préparer un horaire structuré, en tout cas, du moins pour les premières journées, premières semaines, ça peut être, en tout cas, par expérience, ça peut être très rassurant là, pour les personnes, même si ce n'est pas une personne qui est junior, là, même si la personne arrive avec un bon bagage d'expérience, elle ne connaît pas l'organisation, elle a tout à apprivoiser. Là, donc, c'est vraiment d'avoir une pensée pour cette personne-là, de préparer son accueil vraiment minutieusement, s'assurer qu'elle a la chance de rencontrer le plus tôt possible les collègues, même ceux à distance. Donc, si c'est une personne qui est plus près du siège social, mais qui a des collègues à distance, bien, trouver un moyen que ces personnes-là puissent se voir rapidement aussi pour qu'il y ait des connexions humaines le plus vite possible. Ça crée des liens. C'est plus facile après de se retrouver en ligne là, une fois qu'on a un peu dépassé là, cette barrière-là. Et au quotidien, bien, c'est un paquet de petits trucs chez nous, difficile à résumer là, en quelques mots, mais on a toujours nos rencontres virtuelles qui sont fixes à l'horaire. On commence toujours la semaine avec une petite rencontre le lundi matin pour établir nos priorités de la semaine, mais aussi pour se raconter notre fin de semaine. C'est comme un peu notre onboarding du lundi. Là. Après ça, on se revoit un petit peu plus tard le mercredi pour un café informel. Donc, je disais formaliser l'informel. Bien, on a un café virtuel à l'horaire, de sorte qu'on crée cette rencontre-là là, systématique. Puis, s'il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a personne qui anime. C'est vraiment, on se retrouve et c'est 100% informel. On a mis en place des outils de communication. On utilise Slack, par exemple, et même dans Slack, il y a des canaux de communication qui sont dédiés à l'informel. Donc, on est toute une maniaque de jardinage chez nous. Là. Donc, on a un canal jardinage où on se partage des trucs.
Bref, c'est le genre de choses qui permet, là, peu importe où on est dans la journée, qu'on soit à la maison, qu'on soit au bureau, tout le monde est sur le même pied d'égalité là-dessus. On a aussi fait appel à Atman pour des tests psychométriques pour de la consolidation d'équipe. On se donne des moyens d'apprendre à se connaître soi-même et comme équipe davantage et de mieux collaborer. Donc, tout ce qu'on peut utiliser finalement qui fait en sorte qu'on se connaît mieux, des rituels aussi qu'on se crée. On souligne les anniversaires, on se fait des gâteaux maison, donc ça renforce les liens. On a la chance d'avoir une collègue qui a étudié à l'ITHQ, c'est sûr que ça aide. On a des super bons gâteaux. Bref, c'est plein d'exemples comme ça. Là, quand Marie-André disait qu'il faut se créer un peu son propre modèle, puis ce modèle-là, il évolue, là, il n'est pas figé dans le temps non plus. Là. Il y a plein de choses qui se mettent en place, des choses qu'on essaie, des fois qu'on décide d'abandonner, d'autres qui prennent la place. On garde ça vivant, finalement. Mm-hmm. Fait que je comprends que ça part vraiment du début, le processus d'onboarding. Il faut choisir les bonnes personnes, il faut s'assurer que l'intégration se fait bien. Puis après ça, c'est des petites actions au quotidien qui vont vraiment faire la différence puis permettre de formaliser l'informel, finalement. Là. Fait que, tout à fait. Marie-André, on a des gens dans la salle virtuelle là, qui sont évidemment des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises. Bien, j'aimerais ça qu'on parle de leur rôle à eux, à ces gens-là, à nos entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi leur rôle dans tout ce nouveau contexte puis cette transmission, en fait, de la culture à distance? Oui. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la culture, c'est ce que tout le monde fait parce que tout le monde le fait et c'est non parce que c'est écrit sur les murs ou dans un manuel d'employé. Donc, le rôle du propriétaire, du gestionnaire, d'entrepreneur, pas de gestionnaire, mais de l'entrepreneur, c'est de modéliser. Hein, on a parlé beaucoup dans le premier segment, Walk the Talk, que les babines suivent les bottines, mais c'est vraiment cet aspect-là. Puis il y a 5 autres choses que j'ai identifiées pour vous. La chose que j'aimerais vous dire en tant que propriétaire et que je me dis à moi-même aussi, parce que entrepreneur aussi également, premièrement, c'est prendre conscience qu'il y a une transformation de la culture du travail en cours, puis que ça touche, oui, le travail à distance, mais pas seulement le travail à distance. Donc, le voir dans un grand tout, je pense qu'on en a quand même parlé pas mal ce midi plutôt. Deuxième point, c'est que les grands questionnements, ça part de haut niveau, puis de ne pas avoir peur de parler des éléments qui peuvent sembler un peu stratégiques avec vos équipes, de le faire ensemble. Donc, comment on veut, nous, travailler au jour le jour? Hein? Est-ce que c'est durable la manière qu'on travaille? Est-ce que c'est durable de s'envoyer 12 000 courriels? Est-ce que c'est durable sur le long terme de se dire « Ah, tu peux me chatter n'importe quand, m'interrompre, m'appeler ». Donc, c'est de se poser ces questions-là en équipe, puis même si on peut sentir que j'ai peur de la réponse, ne pas avoir peur de la réponse. Je pense que c'est vraiment gagnant pour ça. Troisièmement, être attentif aux symptômes de l'hyperconnectivité, hein, puis de se positionner proactivement sur le sujet. C'est super important. Le risque des technologies, comme j'en parlais tantôt, l'hyperconnectivité, le risque d'épuisement professionnel, la santé mentale, la surcharge de travail, les risques psychosociaux, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça va amener de l'eau au moulin dans vos réflexions stratégiques. Favoriser, quatrièmement, le développement des nouvelles compétences pour faire face avec moins de stress aux changements qui opèrent. Donc, parler de gestion d'espace mental, parler d'agilité stratégique, que c'est l'affaire de tous. Et finalement, c'est pas pour faire de la pub, mais tester le modèle temps blanc qu'on a développé chez De Saison, qui est une méthode de gestion bienveillante de l'espace mental, justement, puis du temps, qui aide à contrer beaucoup de risques que les employés ont sur l'hyperconnectivité, de surcharge et même, on voyait déjà poindre dans le chat des questions sur comment, que Marianne, tu disais, de formaliser l'informel, les rituels de café, donc avec de le planifier, d'aller au-devant puis d'être un leader, dans le fond, sur comment je vais utiliser mon temps, c'est un peu, c'est les messages, je pense que je donnerais, là, que je me donne, que je donne en accompagnement aussi aux entrepreneurs. Donc, c'est les 5 piliers là, de se donner la permission d'exercer un leadership qui est vraiment partagé et rassembleur.
Super. Ben, tu sais, je retiens que, bon, Marianne disait formaliser l'informel. J'adore ça, oui. Oui, exact. De Marie-André, tu nous dis, ben, il faut donner l'exemple, il faut nommer c'est quoi les attentes, ouvrir la discussion, prendre le pouls de l'équipe. Donc, c'est surtout une question de placer l'enjeu au cœur, en fait, des discussions d'équipe, je pense. C'est ce que je retiens beaucoup de ce que tu partages, Marie-André. Fait que toutes les actions sont bonnes, des petites actions comme Marianne mentionnait là, au quotidien, et même aussi des grandes actions plus stratégiques, en fait, là, qui vont avoir un grand impact. Pour le dernier segment, je vais aller un petit peu plus rapidement parce que je veux qu'on ait le temps pour les questions. Fait que je vais me tourner vers Marianne. On veut parler de mentorat, là, c'est sûr. On est le réseau mentorat, donc on a envie de faire un clin d'œil là, au mentorat puis à la place que ça peut occuper au niveau de la culture organisationnelle. Au réseau mentorat, nous, on offre du mentorat pour entrepreneurs, mais vu qu'on a une représentante de Mentorat Québec qui est avec nous, donc Marianne, je suis curieuse de savoir, là, est-ce qu'il y a d'autres formes de mentorat qui est bénéfique d'explorer pour renforcer la culture au sein de l'entreprise, là? Donc, je sais que vous avez un programme assez intéressant du côté de Mentorat Québec. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. C'est quoi les bénéfices que ça peut avoir sur la culture, là? Oui, bien effectivement, le mentorat pour entrepreneurs, il est assez connu. On pense souvent aussi au mentorat qui est offert dans les grandes entreprises, à ce qui est offert au niveau des associations professionnelles, des recrutements de diplômés. C'est souvent des milieux où on est assez familier là, avec l'offre de mentorat. Mais en PME, on ne voit pas forcément là, comment on peut instaurer du mentorat là, pour les employés. Pourtant, les bénéfices là, du mentorat vont être les mêmes, ils sont prouvés. Là, donc, le mentorat aide vraiment à créer des liens humains. On en a parlé tout à l'heure. Ça permet d'augmenter tout le taux de rétention du personnel, d'inspirer, d'augmenter la mobilisation de l'équipe. C'est tous des ingrédients finalement qui sont importants pour bâtir une culture forte, une expérience employée positive. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a décidé d'agir avec l'équipe de Mentorat Québec, c'est-à-dire de se donner l'objectif de rendre le mentorat plus accessible et de donner des modèles finalement et des outils aux PME qui souhaiteraient l'implanter, l'expérimenter avec leurs équipes. L'an dernier, on a commencé en fait en lançant le projet s'appelle le circuit PME. C'est un projet là, qui vise essentiellement à développer une culture mentorale. Donc, aujourd'hui, on parle de culture organisationnelle et dans ce projet-là, on parle de culture mentorale. Pourquoi? En fait, parce que c'est finalement une culture qui permet d'embrasser toutes les valeurs sous-jacentes à la pratique du mentorat. C'est vraiment une culture qui va être axée justement sur le développement des membres, sur l'esprit de collaboration, sur la valorisation du partage, etc. Donc, on a voulu donner, on sait que les PME n'ont pas forcément beaucoup de ressources, les équipes sont souvent débordées, manque de temps, etc. Donc, on a voulu y aller avec un projet très, très pratico-pratique, des outils concrets, pas se perdre non plus là, dans la grosse théorie. On veut vraiment y aller dans une approche très simple. Et la première chose qu'on a décidé de faire, en fait, c'est d'équiper les dirigeants, donc les entrepreneurs, les gestionnaires, les décideurs, qui se posent la question, bien, comment je fais pour implanter du mentorat chez nous, puis qui en sont au début de la réflexion. Donc, on leur propose en premier lieu ce qu'on a appelé le défi mentoral ou le défi de 10 semaines. Donc, c'est 10 semaines pendant lesquelles la personne reçoit un courriel par semaine. Et dans ce courriel-là, il y a des défis, des découvertes et des cas concrets. Donc, un paquet d'outils, finalement, qui amènent à cheminer dans la réflexion puis à se préparer pas à pas sur comment le mentorat pourrait s'appliquer spécifiquement à mon milieu, à mon organisation. Et là, donc ça, c'est lancé déjà. Ça fait plusieurs mois que c'est disponible. C'est gratuit sur le site de Mentorat Québec. L'équipe est en train de travailler actuellement sur une nouvelle phase. Ça va être lancé à la rentrée, au mois de septembre prochain. Et en fait, ça va vraiment être le tour des employés des PME d'être outillés
Donc, ce sont ceux qui vont jouer le rôle de mentor et de mentoré, finalement, là, dans ces programmes de mentorat-là ou ces initiatives-là, finalement. Donc, on travaille à la conception de pas moins de 50 fiches thématiques qui vont être faciles à lire. Il va y avoir des vidéos de mise en situation également. Il va y avoir des balados qui vont proposer des entrevues avec des gestionnaires de PME et avec des experts en mentorat également. Et finalement, des quiz pour être capable finalement d'évaluer nos connaissances acquises. Donc, à travers tout ce contenu-là, il va y avoir des thèmes très, très, très variés, vous vous en doutez. Là, on va parler de transfert de connaissances, on va parler de la différence entre le mentorat formel et informel, des conditions gagnantes pour faire du mentorat dans une PME. On va parler d'écoute active, de leadership, de questionnement efficace, de bien conscient. Bref, il va en avoir là, finalement là, pour à peu près tous les besoins et tous les goûts. Vous allez recevoir, pour les participants, là, vous allez recevoir l'information dans le courriel suite à cette activité. Là, donc, vous allez pouvoir retrouver toute l'information en lien avec le programme. Là, mais c'est vraiment un pensée bien, en fait, d'implanter le mentorat au sein d'une organisation pour faire vivre la culture. Ça a clairement un impact. Donc, vraiment, réfléchissez-y et vous aurez les ressources là, vraiment dans le courriel qui suit. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, je veux me tourner vers les questions, étant donné qu'on en a plusieurs. Donc, je vais commencer par une première question, en fait, qui nous a été envoyée dans le formulaire d'inscription. Puis ça rejoint aussi une autre question là, d'une participante dans le chat. Il y a quelqu'un qui posait la question, truc particulier pour une équipe de plombiers qui est sur la route et qui vient une fois par semaine à la shop seulement. Donc, on parle d'une équipe qui est sur le territoire dispersée. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions de se réunir. Ils viennent seulement une fois. Puis, je trouve que ça rejoint bien quand même la question de Anne Sérode qui est avec nous aujourd'hui. Quels sont vos conseils pour rejoindre des employés sur le terrain, en entrepôt par exemple, qui sont loin d'un ordinateur? Peut-être je me tournerais vers Marie-André. Là. Si on a une équipe qui n'est pas nécessairement en présentiel, qui n'ont pas nécessairement une connexion en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Plombiers, vendeurs, représentants, personnel des employés dans qui font de l'accueil de clients, par exemple, tout ça. Déjà, ils se rencontrent une fois par semaine. Déjà, je trouve que c'est vraiment de créer le rituel de se dire, bien, on va au bureau ensemble une fois par semaine. C'est déjà un rituel qui est intéressant, je trouve. Puis on s'entend que l'équipe de plombiers ou l'équipe de XYZ fonction qu'ils réalisent, lorsqu'ils sont au bureau, bien, ils ne sont pas en train de servir un client, c'est du temps en marge de leur quotidien opérationnel ou fonctionnel de ce qu'ils font. Donc, c'est d'arriver à dire, bien, OK, qu'est-ce que nous, on veut donner comme mission à cette journée-là? Est-ce que c'est de la communication, de la formation? Est-ce que c'est des échanges? Est-ce que c'est de l'amélioration continue? Donc, de profiter de cette journée-là pour venir cultiver autre chose que du fonctionnel, en fait. Donc, puis quand je le dis, la culture, c'est le grand mot en haut, mais comment on va venir le réaliser? Peu importe que dans la question qu'il y avait sur le chat aussi en complément, c'est de dire, ben, OK, je suis au bureau, je suis derrière un ordi ou pas derrière un ordi. On peut adapter les moyens pour faire vivre cette culture-là d'une manière qui est différente. Et ça ne veut pas dire qu'on a une culture A et une culture B. On a une culture qui se vit différemment de part et d'autre. Fait que dans un contexte, par exemple, là, au niveau du contexte du plombier, de l'équipe de plombiers, c'est de miser sur cette fameuse journée-là pour créer des rituels. Ça peut être, tu m'avais parlé peut-être pour célébrer des bons coups, par exemple. Bons coups, formation, échange, de la communication qui est top-down, mais qui vient de l'équipe. Qu'est-ce que j'ai observé sur mes calls cette semaine? Qu'est-ce que j'ai observé comme problème ou bons coups, tout ça? Donc, c'est d'arriver à tirer profit d'une manière qui est différente que du day-to-day, puis c'est du temps blanc, en fait, c'est du temps en marge du quotidien opérationnel. Donc, déjà qu'il y a une journée qui est calée pour ça, c'est vraiment cool. Puis, pas toujours non plus être en mode « Ah, il faut qu'on paye la bière pour tout le monde, il faut qu'on paye la pizza ». C'est aussi ce que beaucoup d'employeurs semblent vivre pour les attirer, il faut que j'aille de la pizza pour dîner. Faut que si je ne leur paye pas le lunch, ils ne viennent pas. Non, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'intention intéressante à se déplacer au bureau. C'est quoi j'ai juste le mot en anglais, le purpose de ta rencontre de la journée. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai envie d'aller au bureau?
puis de le varier, de se faire un calendrier de rituels, c'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas obligé de payer la pizza. On va comprendre que... bon, donc, c'est de ne pas se mettre en mode géo, mais de se mettre en mode écoute puis leadership partagé. Je pense que c'est intéressant. Est-ce que je peux faire du pouce là-dessus? Oui, vas-y, Marianne. J'irais même, une fois que tout ça est établi, chaque plombier, pour reprendre ton exemple, incarne finalement les valeurs de l'entreprise auprès des clients qu'ils rencontrent. Donc, est-ce que ça peut être aussi gratifiant de faire les choses différemment auprès de la clientèle, d'avoir une espèce de rôle d'ambassadeur de cette culture-là? Ça peut même devenir peut-être un avantage concurrentiel parce qu'on va faire justement les choses différemment, puis on va incarner cette culture-là très forte, très positive et faire vivre une expérience client qui va être complètement différente en bout de piste. Là, miser sur comment on peut bonifier, peut-être rendre Amélioration ça un peu plus ludique, oui. le fun, rendre ça le fun, en fait, aller chez les clients pour que ça fasse partie aussi de l'expérience employée. Oui, tout à fait. Absolument. C'est super. J'ai une autre question qui nous vient de Amina. Elle nous dit, est-ce que l'intégration saine et communicative de ces outils peut varier, que ce soit une organisation 100% féminine ou majoritairement masculine? Donc, il y a moins de femmes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça dans un contexte, je ne sais pas si vos équipes, c'est majoritairement des femmes ou des hommes ou... Tu peux y aller, Marianne, je vais compléter, mais... chez nous, on est majoritairement des femmes. Avec mon associé qui est un homme, qui est bien entouré. Je ne sais pas si ça fait une différence. Je ne l'ai pas expérimené. Je ne sais pas, en fait. Moi, je ne pense pas que c'est genré, en fait. Les moyens, encore là, oui, on veut avoir une bonne communication entre nous, puis de se mettre des balises saines. Les hommes, autant que les femmes, ont envie de saines performances. C'est un autre sujet qui me passionne beaucoup. Mais d'arriver à dire, j'ai autant des gestionnaires hommes, femmes, employés, de tous les genres, d'avoir une discussion, ça me dérange, moi, autant fille que garçon. Tes textos le vendredi soir et tout ça. Donc, c'est d'avoir des communications qui vont peut-être un peu plus franches, qui vont être un petit peu plus moins dans le ça te fait plaisir, tout ça, moins perceptuellement, mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de différence. D'avoir les conversations avec l'équipe que vous avez, de respecter la différence, respecter les besoins de chacun, peu importe le genre. Parce qu'ultimement, si tu te tournes vers ton équipe pour aller chercher le pouls puis aller comprendre c'est quoi leurs besoins, ça va que ce soit homme ou femme, ça va être défini par ça, là, exactement. Exact. Super. Sinon, on a Vicky Lamontagne qui nous dit quels sont les moyens que vous avez trouvés pour pallier la diminution des discussions informelles, mais qui rassemblent et connectent énormément une équipe ensemble. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, exemple des dîners d'équipe, discussions à la machine à café. Si on n'en a plus vraiment. Est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces qu'on n'a peut-être pas partagés aujourd'hui que vous voulez rajouter? Peut-être très brièvement. En fait, la grosse différence, je trouve, c'est que, par exemple, on va entrer en réunion avec une collègue à 1h l'après-midi. Normalement, les autres collègues, on les aurait vus le matin, on aurait eu notre petite discussion informelle en arrivant. Tu sais dans quel état d'esprit ton ou ta collègue arrive. Tu t'adaptes aussi en fonction de l'humeur de la personne et de l'énergie de la personne. Si tu vois qu'elle arrive fatiguée ou qu'elle est préoccupée par quelque chose dans sa vie personnelle, tu ne feras pas exprès pour y tomber sa tomate avec des nouveaux mandats, des grosses urgences, des choses comme ça. Tu t'adaptes. Quand tu as une collègue à distance que tu n'as pas vue le matin, juste de se laisser quelques minutes pour se demander hey, comment ça va, puis d'avoir juste une petite discussion informelle au début du meeting en question, ça fait toute la différence parce que rapidement, tu peux voir dans quel état d'esprit la personne est et t'adapter de la même manière que tu l'aurais fait pour quelqu'un qui est à côté de toi au bureau. Là. 2 questions qu'on peut poser aussi, comment ça va, mais aussi quand on est en mode plus réunion on veut travailler sur des choses, niveau de saturation mentale, as-tu de la place dans ta tête aujourd'hui pour ça? Où tu en es? Puis prendre en compte qu'on a juste un seul cerveau. Donc, peu importe, ça peut inclure ta vie privée, ta vie personnelle, la famille, tout ça. Donc, ton niveau de saturation, puis ton niveau d'énergie. Donc, tu peux avoir du temps, tu peux avoir de l'espace, mais avoir la batterie à plat.
Donc, d'avoir ces conversations-là systématiquement. Comme tu disais, Marianne, c'est de l'avoir. Donc, il faut mettre ça à l'agenda. Il faut le planifier, l'informel, il faut le planifier. Ça peut avoir l'air lourd, mais de venir en faire des rituels, des réflexes qu'on va mettre ici et là tout le temps, ça va être gagnant-gagnant pour tout le monde. Fait que de prendre le temps quand même, là, que ça fasse partie en fait des La routine réflexes du de tout le gestionnaire. monde, de se dire ah ben je vais lui demander comment ça va, je vais poser les 2 questions qu'on s'est définies Oui. ensemble, puis le faire de manière vraiment récurrente au quotidien, Systématique. dans toute rencontre. Oui, oui, Vraiment. tout à fait. On a peut-être le temps pour une dernière petite question en mode express de Mélanie. Comment mettre en place une culture générale entre des employés qui peuvent accéder au télétravail et d'autres qui ne peuvent pas car leur métier ne permet pas de quitter le plancher? Fait que ça revient un petit peu quand même à l'histoire de l'équipe de plombiers, peut-être de tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Vas-y, Marie-André. Ben, encore là, c'est la culture, elle est générale. Comment elle se vit, elle peut être adaptée, mais selon des piliers qui sont propres à chacune des équipes. Puis de pas, il n'y a pas une manière qui est mieux que l'autre. C'est différent. Puis quand les employés sont en mode plancher, c'est pas la même réalité. Puis c'est pas la même réalité quand on est en travail. C'est pas la même réalité quand on est parent. Donc, c'est de venir ancrer ça sur la diversité des rôles, diversité des besoins, mais encore là, sous le grand chapeau des valeurs de la culture organisationnelle. C'est adapté. Fait que de mentionner, en fait, qu'il y a des différences on ne se mettra pas la tête dans le sable. Exactement. On ne peut pas dire « Ah, tu vas faire du télétravail alors que ton rôle, c'est d'être à la caisse. » ou Mais de l'expliquer puis de dire pourquoi ça si on dit que nous, on est flexible, comment on peut être flexible autrement? Comment on peut... Souvent, la solution vient des équipes. Hey, peut-être qu'on pourrait faire des horaires rotatifs ou n'en permettre ou d'aller au-delà, sortir du cadre qui est standard, qui est attendu. Puis souvent, l'équipe, entre eux, vont être capables de trouver des solutions qui sont vraiment plus innovantes, pas plus innovantes, mais surprenantes et différentes. Super. Ben, ça conclut la période de questions. Il est 1h58, puis je veux vraiment qu'on finisse à l'heure pour que tout le monde ait le temps de retourner vaquer à ses occupations. Fait que Marie-André, Marianne, avant de se quitter, si vous aviez juste un aspect sur lequel vous aimeriez mettre l'accent, ce serait lequel? Si vous avez un petit mot à dire pour la fin. Peut-être Marianne en premier. OK. Je dirais en fait que je ferai un petit rappel là, comme quoi le mentorat est vraiment un ingrédient essentiel de la culture organisationnelle. Hein. Fait que tu vas être contente, Solène. Je me fais la porte-parole oui. du mentorat. Donc c'est vraiment là-dessus là, que je terminerai en disant que peu importe la taille de l'entreprise, peu importe la forme que le mentorat va prendre, que ce soit pour l'entrepreneur, que ce soit pour l'équipe de travail, peu importe, là, je pense que les valeurs humaines du mentorat, là, que le mentorat fait vivre, là, ce sont des valeurs qui sont universelles. Je vais faire du pouce avec ce que tu dis. Quand on est mentoré ou mentor, on est des agents de changement. Puis dans les organisations, ces agents de changement-là, ils contribuent à faire vivre votre culture au quotidien. Donc, ils sont ambassadeurs, tout ça. Donc, c'est vraiment des moteurs hyper intéressants pour justement faire vivre, faire évoluer, transformer la culture du travail au quotidien dans votre organisation. Bien dit. Ça termine sur une note tellement humaine. Merci Marianne, merci Marie-André d'avoir été avec nous. Merci. Donc, ça conclut la partie 2 de la série sur la culture organisationnelle. Merci à tous les participants et participantes qui étaient avec nous ce midi. Après l'activité, comme je disais, vous allez recevoir un courriel avec toute l'information en lien avec le programme de Mentorat Québec. Vous allez avoir aussi des ressources additionnelles, entre autres l'information sur le modèle temps blanc dont Marie-André parlait plus tôt. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Puis merci encore à Power Corporation du Canada et Gestion HEC Montréal pour leur soutien. Puis sur ce, je vous souhaite très bon après-midi à toutes et à tous.